Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes le jeudi 19 mai, voici les titres de l'actualité. Après bientôt 3 mois de guerre, que deviennent les Ukrainiens réfugiés en Moselle? Beaucoup d'entre eux tentent de trouver du travail. Aujourd'hui, nous avons rencontré Tatiana, jeune coloriste. Elle a justement été embauchée dans un salon de coiffure messin. Toujours à Metz, les ateliers mixtes d'auto-réparation proposés par Metz à vélo ne sont fréquentés que par 10 à 20% de femmes. Il y a un an, l'association a donc créé des ateliers tenus par des femmes pour les femmes. Nous y sommes rendus. Enfin, nous parlerons couture, les tendances zéro déchet prennent de l'ampleur, les initiatives se multiplient. Portrait de 2 créatrices mosellanes dans quelques minutes. La météo, demain les températures resteront élevées avec en moyenne 20 degrés dans la matinée et 27 l'après-midi. Des orages sont à prévoir en soirée. Et puis l'invité du jour est Jean-Louis Madeleine, maire de Phalsbourg. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Nous reviendrons sur ces festivités du bicentenaire de la naissance d'Émile Erckmann, mais tout de suite l'actualité. Et un point pour commencer sur les réfugiés ukrainiens en Moselle. Ils sont nombreux à tenter désormais de trouver du travail dans le département. Parmi eux, Tatiana, une jeune Ukrainienne qui continue d'exercer le métier qu'elle faisait dans son pays, coloriste. En effet, depuis une semaine maintenant, elle est embauchée dans un salon de coiffure messin, Emma Faketti. Le bruit du sèche-cheveux a remplacé le son ahurissant des bombes. À 35 ans, Tatiana a laissé sa vie derrière elle. En février dernier, la jeune femme a quitté sa ville d'origine, Mariupol, en Ukraine, avec sa fille et une amie. Aujourd'hui, elle tente de reprendre une vie quasi normale en travaillant dans ce salon de coiffure. J'ai décidé de trouver un travail parce que c'est nécessaire pour moi, pour me sentir vivante. De faire quelque chose que j'aime parce que j'adore mon travail. C'est comme une chance pour moi. Le monde de la coiffure, cet univers, l'Ukrainienne le connaît bien, puisqu'elle a 3 ans d'expérience en tant que coloriste dans son pays. Un savoir-faire qui a conquis le cœur de la gérante de ce salon. Alors, je cherchais une coiffeuse complète, donc polyvalente. Et Tatiana, elle est technicienne, elle ne sait pas couper, elle fait un tout petit peu les brushings, mais elle est très demandeuse d'apprendre et moi je veux bien la former. Même si les coiffeurs et les clients du salon parlent très peu anglais, l'Ukrainienne arrive tout de même à se faire comprendre grâce à la technologie. Tu peux me rasser la couleur s'il te plaît Tatiana? Au niveau de la barrière de la langue, il n'y a aucun souci puisqu'en fait on pratique avec le portable tout simplement, Google Traduction et avec ça tout se passe bien et puis on se fait comprendre, elle fait partie du milieu de la coiffure, moi aussi, donc voilà, on se comprend facilement. Retournée en Ukraine, la jeune femme y pense, mais la situation de son pays est encore trop effrayante pour entreprendre un tel voyage. Cette bonne nouvelle désormais pour la FIM, la Foire internationale de Metz, elle pourrait bénéficier d'une aide spécifique suite à une décision du ministère de l'économie. En début de semaine, il a publié un décret la reconnaissant comme manifestation à plus de 500 exposants. Conséquence, l'événement pourrait jouir d'un coup de pouce en raison des pertes engendrées lors des 2 dernières années. Concrètement, certains exposants pourront profiter de la prise en charge d'une partie de leur stand et des frais d'inscription. Depuis plusieurs années, des élèves de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Lettenbach pouvaient suivre quelques heures de cours par semaine au collège Pierre Mesmer de Sarrebourg. Mais durant cette année scolaire, ce programme d'inclusion a évolué vers une scolarisation en continu d'une dizaine d'enfants présentant des troubles comportementaux. L'objectif permettra à ces jeunes de retrouver les chemins de l'école et préparer progressivement leur réintégration. Ghislain Schumacher. Ce matin, Noah participe à un atelier sur le thème des métiers de l'habitat. Depuis quelques mois, il suit la quasi-totalité des cours de cette classe de 4e SECPA, un changement radical pour celui qui n'avait pas mis les pieds dans un collège depuis 3 ans. Au début, j'étais stressée parce que je ne connaissais pas le collège. Après, ça a mis du temps, j'ai trouvé des copains et j'ai découvert cette classe qui est très bien. Ça me fait découvrir du monde, après on m'a montré comment faire, comme ça je peux trouver un bon métier. Pour l'accompagner pas à pas, ses professeurs sont chacun suppléés par une éducatrice spécialisée. Cette dernière peut également apporter son aide en cas de besoin auprès d'autres élèves. Mais avant d'intégrer sa nouvelle classe, celui qui rêve de devenir architecte d'intérieur est passé par cette salle dédiée aux enfants de l'ITEP. Maëlle et sa professeure sont en pleine leçon de conjugaison.
J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Très bien. C'est ici que les jeunes choisis pour participer au programme d'inclusion effectuent la transition entre leur quotidien à l'institut et celui d'élève au collège. Le fait d'être dans le collège, d'être dans les murs, c'est déjà une première étape qui est importante. Après, l'avantage aussi, c'est que du coup, là, je peux travailler de manière individuelle, vraiment me focaliser sur ce qui va poser souci. On peut travailler vraiment, c'est un confort. Et tout doucement, après, l'objectif, c'est de les mettre en inclusion dans leur classe qui correspondra à leur niveau. Maël, lui, continuera à suivre des cours individuels jusqu'à la fin de l'année. Je retrouve ensuite Noah au moment de la récréation. Chez les élèves de l'ITEP, les troubles comportementaux ont parfois été source de stigmatisation dans leur ancienne école, d'où l'importance de favoriser également l'inclusion en dehors des salles de classe. On souhaite que nos élèves soient inclus sur les temps de cantine, de restauration, sur le temps de midi, le temps de la pause méridienne, qu'ils puissent se faire des amis, être avec les autres jeunes du collège et que rapidement ils puissent retrouver leur place dans la société, dans les établissements scolaires. C'est d'ailleurs le cas de Noah qui retrouvera son établissement de référence dès septembre. Un exemple de réussite parmi d'autres qui a donné envie au collège et à l'ITEP de maintenir leur collaboration pour les prochaines années scolaires. Depuis 1 an maintenant, les associations Metz à vélo et Oser le féminisme organisent ce qu'elles appellent la perme des cyclettes. Il s'agit d'ateliers de réparation de vélos pour les femmes et par les femmes. Explication Colline l'expert. Chaque jour, Stéphanie utilise son vélo pour aller au travail et faire ses courses. La cycliste messine, venue ce jour pour un problème de pédalier, se rend régulièrement aux ateliers d'auto-réparation. C'est très sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis il y a un bon accompagnement technique, on apprend pas à pas, voilà, c'est nous qui faisons, on nous donne des indications et puis on arrive à gagner en autonomie. La perme des cyclettes a également séduit Anaëlle. C'est gratuit aussi, accessoirement, ça a quand même un poids dans les choix qu'on fait. Et puis on peut apprendre, échanger des idées. C'est plus enrichissant que de laisser son vélo et de retourner le chercher. En atelier d'autoréparation mixte proposé par Metz à vélo, seuls 10 à 20% des visiteurs sont des femmes. Il y a 1 an, l'association a donc eu l'idée de ces permanences mensuelles exclusivement féminines. On a encore certains métiers genrés, la mécanique pour les hommes et le reste pour être pour les femmes. Donc on veut casser cette image-là. Durant chaque session, environ 5 à 10 femmes de tout âge enfilent leur blouse et viennent changer leurs freins, réparer leurs roues ou leurs rayons. Les ateliers sont co-organisés par l'association Oser le féminisme, qui a à cœur de soutenir les initiatives sportives féminines. Particulièrement dans le vélo, il y a cette capacité à se déplacer. Donc on a un autre rapport à la ville, on a un autre rapport à notre corps, parce qu'on découvre aussi qu'on est capable de beaucoup de choses, qu'on est forte, qu'on peut aller loin, qu'on peut aller vite. C'est des valeurs qui sont hyper importantes à transmettre. Et pour se joindre à ces mécaniciennes en herbe, rendez-vous à la Maison du Vélo le 21 juin prochain. Qui a dit que la couture ne pouvait pas être écologique ? Depuis ces dernières années, de plus en plus d'initiatives zéro déchet se développent en Moselle. Des confections avec des matières, vous allez le voir, surprenantes. Reportage à Metz et à Florange avec Emma Facchetti. Couture rime avec écologie. D'un côté, des objets en tissu, de l'autre, des vêtements en matériaux usagés. À Florange, cette créatrice confectionne des articles zéro déchet en tissu, des lingettes aux protections hygiéniques, en passant par des pochettes à savon. Il y en a pour toutes les tailles et toutes les couleurs. La couturière puise son inspiration dans son quotidien. Il y a toujours des choses où il faut chercher. C'est pour ça que des fois, il y a des choses comme la pochette à couvert. J'ai mis du temps avant d'essayer de me dire, il faudrait quand même un truc qui, si les couverts sont sales, pas que ça soit imprégné dans le tissu. Des petites choses, oui, il faut chercher. À son compte depuis 3 ans, la créatrice croule aujourd'hui sous les commandes. Elle réalise jusqu'à 90 lingettes en seulement 1 heure, un rythme effréné, sans oublier les bons gestes écologiques. Les chutes de tissu, je fais des éponges, c'est pour ça qu'elles n'ont jamais toutes la même taille. Et je rembourre avec les fameuses chutes de tissu. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres chutes de tissu qui sont plus importantes. Je fais des marque-pages, je fais des chouchous en fonction du morceau de tissu qui reste. À quelques kilomètres de là, à Metz, cette couturière fait de l'upcycling. J'aime bien les petits détails, du coup,
Le concept, récupérer des matières destinées à être jetées pour les customiser et leur donner une nouvelle vie, comme cette veste qui a demandé plus de 5 heures de travail. J'ai une amie qui est chineuse. Du coup, elle m'a chiné une veste de travailleur. Mais du coup, on a décidé ensemble de la customiser, lui donner du coup une nouvelle vie. Alors, il y a quelques années, j'avais acheté en fait un top en wax avec plein de chutes de wax. C'est un créateur en fait qui avait fait ça. La tunique, je ne la mets plus, donc du coup, je me suis dit qu'elle allait servir pour valoriser quelques pièces comme la veste. Depuis 5 ans, la couturière fabrique des vêtements et des sacs à partir de jeans, matelas gonflables et bâches publicitaires. Des matières rigides, pas toujours faciles à coudre. Ça glisse et que c'est épais en fait, et que ça se retourne pas. Par exemple, quand je fais un tote bag, ça se retourne pas comme une matière souple. C'est tellement rigide qu'il faut trouver des astuces pour pouvoir la retourner sans qu'elle s'abîme en fait. Ces créations en tissu ou en matériaux recyclés se vendent essentiellement dans des boutiques et sur les marchés. C'est un phénomène qui prend au fil des années de plus en plus de place. Selon les derniers sondages, 11% des Français auraient recours régulièrement à des médecines douces et 27% occasionnellement. Cet intérêt pour ces soins non conventionnels comme l'homéopathie ou l'aromacologie prend de l'ampleur. À Sarrebourg, une spécialiste a créé son cabinet il y a quelques mois, Ghislain Schumacher. Bienvenue dans le cabinet de Stéphanie. C'est ici que la spécialiste reçoit des patients cherchant à se soigner via des procédés naturels. Elle travaille notamment grâce à différentes techniques à base d'huile essentielle, à commencer par l'aromacologie qui va soigner les pathologies physiques. Mais grâce à ces sérums à base de plantes, on peut aussi prendre soin de sa santé mentale. On va pouvoir travailler justement les émotions et apaiser, augmenter la concentration, la mémoire, améliorer une communication plus juste. Et c'est exactement ce qu'on va faire en séance d'aromacologie ou d'olfactothérapie. L'olfactothérapie, on va revivre certains événements qui ont pu nous bloquer, mais on va les revivre en douceur pour pouvoir les guérir et débloquer. Chaque émotion aura une panoplie déjà d'huile essentielle également. Par exemple, sentir cette huile à base de cèdre d'Atlas va vous permettre de vous apaiser et de ressentir un certain réconfort. Via ces techniques, Stéphanie est déjà même intervenue auprès de personnes souffrant de pathologies lourdes comme Alzheimer ou Parkinson. Pourtant, celle qui promeut les bienfaits des médecines douces a travaillé en tant que chercheuse en laboratoire pendant près de 10 ans, notamment à des fins pharmaceutiques. L'objectif, c'était vraiment de réorienter mes activités de recherche donc vers des ressources naturelles, parce que dans la recherche pharmaceutique, on cherche beaucoup à copier un petit peu ce qui existe dans la nature, et autant on oublie que dans la nature, c'est pas une molécule qui fonctionne, c'est l'ensemble des molécules qui sont présentes. Et finalement, on arrive aussi à des limites de toxicité des composés. Pour rendre la médecine douce accessible à tous, Stéphanie a également aménagé une boutique. Ici, on retrouve un large panel de compléments alimentaires et d'huiles 100% végétales. Ces produits attirent de plus en plus de consommateurs, et notamment ceux qui expriment une certaine défiance envers la médecine conventionnelle. Il y a une demande de reprise en main en fait, de sa santé. En fait, c'est s'aider soi-même sans passer forcément que par un médecin. La médecine conventionnelle elle est importante et ça, j'irai jamais à l'encontre. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des effets secondaires à certains traitements. Donc on prend un médicament et puis un deuxième médicament pour éteindre le symptôme que le premier a généré, etc. Cependant, la thérapeute appelle tout de même à la prudence concernant ces traitements. Même s'ils sont naturels, leurs principes actifs peuvent interférer avec ceux des traitements médicaux classiques. Si vous êtes attiré par les médecines douces, mieux vaut donc demander conseil à un spécialiste de santé. Et tout de suite, notre rubrique culture. Et dès qu'il s'agit de parler culture, Alicia Iblot est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler 7e art. Oui, en effet, le Festival de Cannes a démarré mardi, mais ici, chez nous, c'est le Festival Caméra des Champs qui démarre ce soir. Le Festival Caméra des Champs, vous le savez, c'est le festival qui est entièrement dédié aux films documentaires sur la ruralité. Pendant 4 jours, vous allez pouvoir découvrir des films magnifiques qui donnent à réfléchir sur notre monde, des films optimistes. Et ça, c'est important de le souligner parce que jusqu'à présent, on avait tendance à pointer les dysfonctionnements du système. Et bien là, cette fois, les films sont porteurs d'espoir et je vous propose de regarder les quelques images de cette bande-annonce. Certains légumes, jamais de la vie on en achèterait.
ça avait été une sacrée victoire, quoi. On s'était dit, bah ouais, nous aussi en Mayenne, on peut faire changer les choses. Et oui, faire changer les choses, c'est un peu l'idée globale de ce festival. Et pour cette 23e édition, 15 films sont en compétition. 15 films qui vont donner l'occasion de débattre sur de nombreux sujets, comme par exemple produire et consommer autrement, Terre de femmes ou encore campagne lieu de culture et de socialisation. Et s'il y a de bien, et c'est qu'à l'occasion de ce festival, eh bien, il y a des rendez-vous avec les réalisateurs, les équipes. À l'issue de chaque projection, on va pouvoir débattre, échanger, reconstruire le monde, trouver des solutions. Ça se passe à Ville-sur-Iron, c'est gratuit, ça se déroule du 19 au 22 mai, c'est immanquable. Changement de registre à présent avec un récital théâtralisé, Mon amant de Saint-Jean. Ou quand la chanson française rencontre la musique ancienne, on va retrouver Vincent Dumestre et son ensemble instrumental, le poème harmonique, et la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac, qui est une grande pointure de la musique baroque. Ensemble, ils ont eu envie de revisiter, effectivement, de proposer un récital théâtralisé qui va nous plonger un petit peu dans les années folles. Ils vont mêler des répertoires baroques, des mélodies réalistes du XXe siècle ou encore des airs traditionnels. Alors on va passer de Monteverdi à Fréhel ou encore à Émile Carrara. Écoutez. L'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mon amant de Saint-Jean, ça vous est entièrement dédié. Jean, ce soir, un récital théâtralisé à vivre samedi 28 mai. Ça sera à l'espace des anciennes forges de Styrin-Vindel. Et sachez que si vous habitez à Metz, une navette est proposée pour pouvoir faire le déplacement. Et sachez aussi qu'on vous fait gagner des places pour ce spectacle. Il suffit tout simplement de vous rendre sur notre page Facebook Moselle TV. Et clôturons cette page culturelle en faisant le plein de jazz, direction Thionville. Oui, là on va prendre notre pied avec 5 musiciens d'exception. Ils font partie des figures les plus brillantes des scènes de jazz parisiennes et new-yorkaises. On va retrouver à la tête de ce quintet le trompettiste Joe Magnarelli, qui est né à Syracuse. Il a grandi à New York, il s'est fait un nom. Il a joué avec les grandes pointures du monde entier, Lionel Hampton, encore Harry Connick Jr. ou le Glenn Miller Orchestra. Il sera sur la scène de l'Adagio. Il a enregistré quand même plus de 120 albums en sideman, c'est-à-dire en accompagnateur, une quinzaine d'albums en son nom. Écoutez-le, il a vraiment un son à lui. Voilà, Joe Magnarelli, c'est pas facile à prononcer, le New York Paris Réunion seront à l'Adagio. Ça sera le 24 mai à 20h. Merci beaucoup Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle boîte à malice, dans laquelle justement on parlera de jazz. Et oui, ça va jazzer une fois encore avec le Marly Jazz Festival qui va se dérouler du 31 mai au 5 juin. On en parlera en détail avec mon invité. Et je vous parlerai également du spectacle La Note de Scott qui est destiné à un public intergénérationnel et écologique. C'est écologique. Le rendez-vous est pris, merci beaucoup Alicia. Un mot de sport, Metz Handball disputé ce mercredi soir son dernier match à domicile aux arènes contre Nantes. Les Dragons se sont facilement imposés, score final 36-22. C'est tout simplement le 25e succès consécutif en Ligue féminine. Elles sont désormais à une petite victoire de faire le Grand Chelem, ce qui serait historique. Écoutez la réaction de Chloé Valentini et Méline Nocandi après la rencontre. Super contente, je crois qu'on a fait le taf ce soir. C'était aussi important de faire un bon match et un match complet parce que faut qu'on prenne le maximum de confiance pour la suite des matchs qui vont arriver. Donc plutôt satisfaite de l'équipe. Non, il n'y a rien qui est banalisé. Hein. Même quand on gagne le +1, on banalise rien. C'est vrai qu'on a envie de tout gagner tout le temps. Et j'ai dit aux filles que même quand on fait des vieux jeux à l'entraînement, on n'a pas envie de perdre. Donc qu'on ait cette mentalité jusqu'à la fin de la saison, il y a plein de belles choses à aller chercher. Donc faut pas qu'on s'habitue à tout banaliser, puisqu'après on le fait dans les matchs importants. Mais là, on a vraiment fait un gros match, un beau match. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué aux arènes, donc c'est important. Et en finale du championnat de France, les Messines retrouveront le rival brestois lors d'une double confrontation le 26 mai prochain en Bretagne et le 29 à 15h15 à Metz. Allez, tout de suite, l'invité du jour.
Et ce soir, je vous le disais, Jean-Louis, Madeleine, maire de Phalsbourg, est à mes côtés. C'est parti donc pour les festivités du bicentenaire de la naissance de l'écrivain Émile Erckmann. Festivités pour découvrir et redécouvrir ses œuvres produites avec son complice, Alexandre Chatrian. C'est vrai, Jean-Louis, Madeleine, que c'est vraiment un personnage qui a marqué la littérature française et même au-delà. Alors c'est un personnage extraordinaire, c'est un visionnaire. Émile Erckmann est né à Phalsbourg le 20 mai 1822. Nous fêtons donc son bicentenaire officiel demain, par un début de célébration, de commémoration, de festivités, dont je rentrerai plus dans le détail, et avec son comparse Alexandre Chatrian, qui est né à Breschwiller et qu'il a rencontré à Phalsbourg. Ils ont développé une œuvre littéraire importante, très importante, qui en son temps était même supérieure à l'œuvre littéraire de Jules Verne. Ces écrivains ont été traduits en plusieurs langues, en anglais, en allemand, en néerlandais, en russe, en espagnol, en italien. Leurs œuvres ont été diffusées dans toute l'Europe. C'est des visionnaires parce que ce sont des gens qui ont tout de suite cru en l'homme, en sa destinée. Ils ont une foi en l'homme, ils ont vraiment en l'énergie en l'homme. Ils sont tolérants, ils sont pacifistes. C'est des gens qui s'ouvrent aux autres, qui prônent la tolérance religieuse. C'est des gens qui, dans la période tourmentée du XIXe siècle, avec toutes les guerres impériales, révolutionnaires, prennent la paix, la tolérance. Ce sont des gens qui sont des historiens, des journalistes. Alors l'œuvre commence à partir de 1849, elle est importante, c'est vraiment des écrivains prolifiques. C'est des contes fantastiques, des romans historiques, des romans populaires. C'est des gens qui s'ouvrent aux idées nouvelles, sur tous les sujets politiques, les sujets sociaux. Alors j'aimerais revenir sur la relation qu'avait Émile Erckmann avec Phalsbourg. Quelle était-elle ? Alors Émile Erckmann est né à Phalsbourg. Je le disais, le 20 mai 1822. Et mis à part sa naissance. Il a grandi à Phalsbourg. Son père tient un petit commerce à Phalsbourg. Et donc il découvre sa ville déjà parce que c'est une ancienne ville Vauban fortifiée. Donc il découvre toutes les fossés, les demi-lunes, les poternes. Il discute beaucoup avec les anciens des guerres révolutionnaires et des guerres impériales. Il est vraiment attaché à sa ville. Il fait des études à Paris, des études de droit, mais il n'aime pas la vie parisienne. Donc il vient très très régulièrement sur Phalsbourg. Il s'y installe. Alors c'est une fierté, j'imagine, d'avoir cet illustre personnage parmi le patrimoine culturel du Phalsbourg et du département. Il faut le mettre plus en valeur, et c'est aussi le but de ces festivités qui arrivent. Alors, on va tout faire dans ces festivités. On va faire des expositions, on va faire des conférences pour que les gens redécouvrent et relisent Erckmann. Il y aura des randonnées, il y aura des rallyes, il y aura des films qui seront projetés. Le cinéma s'est inspiré de l'œuvre d'Erckmann. Je citerai simplement L'Ami Fritz, qui est un des romans les plus connus et qui a été tourné. Comment dire, c'est vraiment il y a un attachement d'Émile Erckmann à Phalsbourg et des Phalsbourgeois à Émile Erckmann. Alors avec le temps, les souvenirs malheureusement peuvent se perdre, les nouvelles générations sont parfois peut-être moins concernées. C'est aussi le rôle de la commune de raviver finalement. De ranimer la flamme, voilà, de représenter ces deux hommes, ces deux personnages, pour les faire aimer de nouveau, pour que les gens relisent de nouveau les œuvres. Alors c'est sorti en 13, il y a 13 volumes constituant plusieurs histoires. Ça ne demande qu'à être relu parce que c'est d'une très très grande richesse. Alors ces festivités commencent demain, mais ça dure toute l'année. Alors, pardon, excusez-moi. Quels sont les points forts, les moments forts ? Les festivités commencent demain avec l'édition d'un timbre national. Donc en partenariat avec la Poste, que je remercie, un timbre national sera émis, donc vendu sur tout le territoire. Puis ensuite, à partir de là, on fera samedi une commémoration au monument Erckmann-Chatrian pour rappeler de nouveau que ce monument a été inauguré il y a 100 ans en l'honneur du centenaire de la naissance. Donc nous fêterons maintenant une nouvelle commémoration. À partir de là, il y aura dimanche des banquets républicains, si je puis dire, parce que c'est vraiment dans l'esprit de la République, avec des groupes folkloriques en partenariat avec la ville de Marlenheim en Alsace, qui fête elle-même le 15 août Erckmann-Chatrian, puisque sa connaissance est connue de beaucoup de monde dans l'Est. Il y aura, comme dit, des expositions en mairie, la médiathèque,
Il y aura des rallyes pour redécouvrir la région, les sentiers que fréquentait Hermann, qui était un grand randonneur. Des activités pour tout le monde, pour tous les goûts, même tous pour les les goûts. jeunes. J'ai Voilà, vu qu'il y avait pour tous des les escape goûts. games aussi. Il y a des escape games, voilà, donc qui seront ouverts à partir de 3 ans. Voilà. Il y aura des visites de la ville, des visites commentées, guidées de la ville, pour que les Pfalzbourgeois et les touristes et tous les gens du secteur, du territoire, redécouvrent donc la ville de Pfalzbourg. Des festivités pour terminer, à ne pas manquer, surtout pas. À ne pas manquer, ça se terminera donc le 14 mars de l'année prochaine. En souvenir, nous déposerons une gerbe sur la tombe d'Émile Hermann. Merci infiniment, Jean-Louis Merci à Madeleine, vous d'avoir pour cette votre accueil, pour présentation. votre invitation. Mais c'est normal, merci. Et nous terminons cette séquence d'informations avec l'image du jour, comme chaque soir. À Frémin-Merlebach, en Moselle-Est, un projet de centrale thermique solaire va voir le jour sur l'ancienne station d'épuration. Ce mini-parc de panneaux solaires a pour but de produire de la chaleur pour la centrale, pour le centre nautique Aquaglisse. L'installation devrait couvrir environ 30% des besoins annuels du complexe. Coût du projet, 1,1 million d'euros. La mise en service est prévue pour l'été 2023. Et voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec Chronéane, suivi du Graouli Mag avec Arnaud Demerlet et ses chroniqueurs. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.